Alors finalement, c'est quoi cet ancien régime? Parce que jusque-là, on a vu donc ces trois types de régimes, on a vu toutes les idéologies et leur processus révolutionnaire, et on n'a pas vu de quoi tout cela vient. Alors qu'on parle d'une tradition philosophique qui serait ancrée sur le droit naturel. En fait, la conclusion d'Aristote, lorsqu'il dit, voilà, il y a ces trois régimes que j'observe, que sont les régimes monarchiques, aristocratiques, démocratiques, et qu'il y en a qui sont vicieux et d'autres vicieux. Qu'est-ce qu'il préfère Aristote? Aristote, sa préférence, elle va pour un régime mixte. C'est-à-dire un régime dans lequel il y a de la monarchie, dans lequel il y a de l'aristocratie, et dans lequel il y a de la démocratie. Et l'ancien régime, le régime de nos ancêtres d'avant la Révolution, c'était un régime mixte. C'était un régime dans lequel on trouve ces trois formes d'organisation politique. Et tout cela étant ancré dans le droit naturel, dans ce courant de philosophie politique dont j'avais dit que, au tout début, si vous vous rappelez, que le contractualisme s'y opposait. Et donc c'est le jus naturalisme, la théorie du droit naturel. C'est-à-dire que dans cette théorie, on estime que l'homme est politique. Parce qu'on observe que partout dans le monde, l'homme s'associe avec les autres, forme des sociétés, érige des régimes politiques, et que voilà, c'est dans sa nature, il en a besoin. Voilà, ce n'est pas quelque chose de culturel. Oui, bien sûr, il y a des différences culturelles, il y a des régimes peut-être qui vont mieux à certains, et qu'il y a des traditions différentes, voilà, mais que dans tous les cas, eh bien, l'homme se dote de régimes politiques, et que, eh bien, dans les formes d'organisation qu'il existe, il y en a qui sont plus ou moins respectueux de la nature humaine. Et que finalement, on a parlé de régime vertueux, de régime vicieux. C'est quoi le critère qui nous permet d'établir qu'un régime est vertueux ou vicieux? C'est que ou bien le régime respecte le bien commun, ou bien le régime est ordonné, non pas au bien commun, mais au bien particulier de ceux qui ont le pouvoir. Mais quel est le bien commun? On l'a toujours pas défini, ce qu'était le bien commun. Quel est le bien que nous avons tous en commun? C'est le réel, c'est le monde, c'est la nature. Et on s'en rend bien compte en ce XXIe siècle, à quel point la nature est importante. À quel point ce monde est précieux, et qu'on n'en a pas deux. Qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le réel, et qu'il faut le respecter. Que si nous ne respectons pas cette planète, cette terre, eh bien, elle disparaîtra, et toute forme de vie dessus. Donc il faut en prendre soin. Et le jus naturalisme, c'est une méthode de réflexion politique qui nous amène à partir du réel. C'est-à-dire qu'il dresse en préambule une anthropologie réaliste. Quelle était cette anthropologie? C'est simplement que bien, les hommes s'associent en politique, c'est dans leur nature. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Qu'ils sont libres. Voilà, ils sont libres. Sinon, s'ils n'étaient pas libres, ils dirigeraient toujours le même système politique. Non, ils sont libres et ils choisissent des options politiques différentes. Ils sont libres. Il n'y a pas besoin de réaliser la liberté sur la Terre par un régime nouveau basé sur la raison. Il n'y a pas besoin de réaliser l'égalité. On n'est pas égaux. Oui, on n'est pas égaux, c'est vrai. Donc on peut trouver peut-être une forme d'organisation, non pas qui nous rende égaux, mais qui s'appuie sur nos inégalités, pour que la force des uns soit au service de la faiblesse des autres. Pour qu'on puisse vivre en harmonie ensemble, selon le réel de ce que nous sommes. Et non pas de chercher à nous uniformiser, nous rendre tous les uns semblables des autres. Mais que nous sommes différents, et qu'il faut pouvoir respecter ces différences,
et se baser dessus parce que ces différences sont une richesse, une force. Nous n'avons pas les mêmes talents. Il y en a qui sont des artisans, il y en a qui sont des paysans, il y en a qui sont des ouvriers, il y en a qui sont des raisonneurs, il y en a qui sont des littéraires. Et nous avons besoin de tous ces talents pour former une société. Et nous avons besoin de trouver un système politique qui nous permette de vraiment nous harmoniser les uns aux autres. Donc il y a une société organique. Les gens sont libres et s'organisent librement selon leurs intérêts. Que, bien voilà, des intérêts, nous en avons des intérêts naturels qui sont évidents. Nous avons l'intérêt de la reproduction. Et nous formons des familles, nous formons des couples, nous nous aimons. Nous avons, d'ailleurs c'est un désir, ce désir de l'amour. Nous avons tous un désir d'aimer et d'être aimés. C'est normal. Nous avons un désir de vivre du travail que nous produisons. Nous avons besoin de recevoir les fruits de notre travail, de ne pas en être expropriés. Donc d'avoir le suivi de ce que l'on fait, de voir le fruit de notre œuvre, et d'œuvrer pour être dans une certaine indépendance, de ne pas être en perpétuelle dépendance des autres, mais de participer aussi à leur bonheur comme ils participent au nôtre, et de nous unir pour le bien de tous. Tout cela, ce sont des banalités que je formule, parce que ça correspond tellement à notre nature que c'est évident pour chacun de nous. Nous avons un ensemble de désirs naturels qu'il faut comprendre, qu'il faut respecter, et que la société, en fait, ne doit pas être sous la tutelle de l'État. Il faut bien faire la distinction, on l'avait faite au moment de parler du totalitarisme, entre la société et l'État. La société, c'est nous. L'État, c'est une chose. C'est un outil qu'on a mis en place pour sécuriser la société. Pour que, eh bien, on ne se fasse pas trucider sans arrêt quand on plante des choux, voilà, dans notre champ et qu'on veut juste vivre. On veut juste vivre, voilà. Les êtres humains veulent juste vivre du fruit de leur travail, aimer leurs proches, voilà. Et qu'on a besoin juste d'un État qui s'occupe de nous rendre cette sécurité. Et bien sûr, il faut l'entretenir, cet État. Et donc, il y a une alliance entre la société et l'État. Il y a une alliance entre le peuple et le roi. C'était ça, effectivement, qu'on vivait dans l'Ancien Régime. C'est le roi qui devait défendre la société contre la féodalité, contre justement l'accaparement de certains seigneurs sur les gens et d'en faire ce qu'ils voulaient. Et c'est le roi qui permettait d'humilier en fait cette aristocratie et de la maintenir sous son joug pour que la société soit donc préservée de l'intérêt particulier de certains qui, au lieu de servir les autres par leur force, de servir les faibles, jouiraient de leur force pour asservir les faibles. Ce qui n'est pas possible, ce qui ne nous rend pas heureux, ce qui ne correspond pas à notre nature. Donc, le roi, conscient de cela, devait avoir ce rôle de protection du peuple contre des ennemis extérieurs, contre des ennemis intérieurs. Et c'est à ça que devait servir l'État. Apporter la sécurité, permettre une représentation avec les autres peuples, les autres nations, et il devait respecter en fait la société telle qu'elle était. C'est-à-dire que cette société d'Ancien Régime, eh bien, elle était déjà constituée avant même l'État. Il y avait l'Église, il y avait une religion qui maintenait ensemble, unis ces peuples. Des peuples très différents, des peuples qui avaient des langues différentes, qui avaient des cultures différentes, qui venaient vraiment avec des histoires tellement différentes, des mythes différents. Et que le roi protégeait et unissait. Le roi était le principe d'unité de ces peuples. Mais il n'y avait pas une nation. La nation, c'est une idée. Il n'y avait pas, voilà, les gens étaient libres, mais il n'y avait pas un libéralisme. Parce que le roi, c'était un arbitre. C'est-à-dire que les gens faisaient bien ce qu'ils voulaient, mais quand les intérêts de certains venaient en conflit avec les intérêts d'autres, là, on casse complètement la théorie libérale.
théorie libérale d'Adam Smith qui dit qu'il y a une main invisible qui fait que chacun ayant ses intérêts, chacun poursuivant ses intérêts, eh bien tout serait comme guidé par une main invisible qui ferait qu'on irait vers l'intérêt général. Ce qui est faux. Quand chacun poursuit son propre intérêt, eh bien il arrive souvent en conflit avec les intérêts des autres. Et donc là, il fallait que l'État servait aussi à ça, eh bien à faire la justice, à arbitrer entre les différents conflits privés. Mais c'était seulement à ce moment-là que l'État s'occupait de la société, quand il fallait un arbitre entre les différents composants de la société. Les gens aimaient leur travail, ils avaient des intérêts ensemble à exercer leur travail, alors ils s'étaient organisés en corporation. On a bien compris rapidement que dans la nature des choses, d'abord, lorsque on pratique une activité, on apprend. Ensuite, on la perfectionne, on la maîtrise, on commence vraiment à bien la pratiquer, et après on doit l'enseigner une fois qu'on la maîtrise. Et donc il y a ces trois phases dans les domaines de l'activité humaine. On apprend, on pratique, on construit, on consolide ses connaissances, et ensuite on le transmet. Et on met ces connaissances au service des autres. Et donc il y avait trois rangs dans les corporations. Il y avait les apprentis, les compagnons et les maîtres. Et donc les apprentis apprennent, les compagnons travaillent, et les maîtres enseignent, transmettent et dirigent le travail. Mais ce n'était pas un système capitaliste où justement des actionnaires extérieurs possèdent les moyens de production des artisans, des paysans, des ouvriers, etc. Non, c'est les compagnons qui possèdent avec le maître de l'atelier, le maître de la moisson, etc., qui possèdent ensemble les moyens de production. Le roi devait respecter ce que la société, comment la société s'organisait, parce qu'un principe du droit naturel, c'est le principe de la subsidiarité. Le droit naturel obéit à des principes. Ce n'était pas en fait qu'il n'y avait pas d'État et que vraiment c'était complètement le foutoir. Oui, bien sûr, l'État s'est constitué lentement, etc. Mais en se constituant, il n'a pas pris le pas sur la société. Il n'a pas voulu imposer une forme à la société. Il a seulement accompagné le développement de cette société et en obéissant justement à des principes de droit naturel, en reconnaissant à chaque être humain et à chaque société, à chaque organe, à chaque composant de la société, un certain nombre de droits, de libertés fondamentales qui sont propres à sa nature et qui étaient là bien avant que l'État soit formé et qu'il s'agit de respecter. Un principe du coup élémentaire, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que les décisions doivent être prises au plus bas niveau d'échelle compétente. C'est-à-dire que, de fait, on en avait parlé quand on discutait de démocratie, que Louis VI a accompagné le mouvement communal, justement, en défaisant, en cassant la féodalité. Et justement, en essayant de limiter la féodalité. C'était un roi très aimé, justement, parce qu'il a accompagné le développement des communes, où justement, les gens s'assemblaient entre eux. C'est ce principe de subsidiarité qui a permis la démocratie. Dans un village, les gens décidaient ensemble de ce qui allait être fait. Si on se rendait compte dans un village qu'on avait beaucoup d'enfants et qu'il leur fallait de l'éducation, et que l'éducation familiale ne suffisait plus, on se disait peut-être on peut construire une école. Et alors, on levait un impôt ensemble, avec la décision qui était prise ensemble, de lever un impôt pour construire une école. Donc, en dehors de ça, s'il n'y a aucun besoin, il n'y a pas d'impôt. Et si on a des besoins, paf, on crée un impôt particulier pour répondre à un objectif qui est celui de construire une école. Et puis, qui étaient les professeurs? On avait des congrégations religieuses qui étaient enseignantes. Et donc, on s'appuyait sur la société existante, qui était donc à l'époque une société d'ordre. On remarque que dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a une société d'ordre, une société tripartite, avec les guerriers, donc c'était la noblesse, les travailleurs
Donc, eh bien, les artisans, les paysans, les ouvriers, le tiers-état en fait. Et puis un autre ordre qui est celle des philosophes, celle des raisonneurs, celle des spirituels. Avant, c'était les druides. Eh bien, ça, dans la société d'Ancien Régime, c'est l'Église. Donc, il y avait une société d'ordre, une société tripartite. Il y a 3 parties. Donc, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Comme il y avait auparavant les guerriers, les druides et eh bien, les travailleurs. Et en fait, parce que ça correspond à des aspirations différentes de chacun. Il y en a qui sont davantage portés à la spiritualité et qui ont ce besoin de se consacrer à l'activité intellectuelle et spirituelle, justement à ce niveau-là. Et on le voit dans toutes les sociétés. Il y a toujours une petite caste de spirituels. Comme il y a toujours des gens qui sont portés à défendre les autres au péril de leur vie et qui ont cette charge-là. Et on le voit encore dans toutes les sociétés, on l'observe dans toutes les sociétés. De la même manière qu'on observe dans toute la société des gens qui aiment leur travail, qui aiment leur métier, et qui travaillent avec leurs mains. Et leur intelligence, parce que c'est l'intelligence qui guide le geste, et qui a tellement bien guidé le geste qu'on a vu s'ériger des cathédrales et des monuments extraordinaires de toute cette période hein, de juste naturalisme. Donc, ce principe de subsidiarité qu'on voit observer partout. Ce n'est pas à l'État de décider de ce qui va se passer, ce n'est même pas au maire de décider tout seul de ce qui va se passer dans la commune. Voilà. C'est aux gens de décider ce qui va être fait de leurs impôts. Et si un impôt était élevé, prélevé, qui n'avait pas de sens pour les gens, eh bien ils gueulaient un bon coup, et la plupart du temps, il n'était pas prélevé. Donc c'est à la société de déterminer elle-même les besoins et de fixer des objectifs et de les réaliser. Et c'est seulement la hiérarchie, donc il y a un principe de hiérarchie, on remarque dans toutes les sociétés naturelles, qu'il y a des chefs pour chefer. Il y a de la hiérarchie, c'est un principe de droit naturel, et personne n'y échappe. On peut essayer de... Moi j'ai voulu en tant qu'anarchiste le nier solidement, mais il y a besoin de hiérarchie. Que ce soit, et on le voyait bien, parce qu'on a vu, on a observé dans le réel que le pouvoir peut corrompre et détruire la société. Donc il fallait mettre des bornes à la hiérarchie. Et c'est pour ça qu'il y avait ce mandat impératif, donc dans les communes, pour éviter que justement la hiérarchie, qui est un besoin nécessaire et naturel, eh bien, ne se transforme en pouvoir vicieux qui justement tire le bien commun vers le bien particulier. Donc, il y avait besoin de mettre un cadre à cela. Et donc justement, on a mis en place, dans cet ancien régime, un certain nombre de choses pour que la hiérarchie soit préservée de la corruption. Donc, il fallait que ce roi ne puisse pas devenir un tyran. Parce qu'on a vu que c'était important. Hein. Qu'il y a des régimes monarchiques et des régimes eh bien, tyranniques. Donc, pour que à l'échelon monarchique, le roi ne devienne pas un tyran, comme à l'échelon démocratique, le consul ou l'échevin ne deviennent pas un salopard, eh bien, il faut mettre en place des contre-pouvoirs. C'est ce qu'on appelle les lois fondamentales du royaume. C'est une spécificité française. Le royaume de France était constitué par des lois fondamentales. Des lois qu'on a découvertes dans l'expérience longue du temps, qui étaient bonnes pour préserver le royaume des intérêts, des magouilles humaines. Donc de la même manière qu'on avait imaginé le tirage au sort, en fait, dans l'Athènes antique, pour préserver le pouvoir des manœuvres humaines, on avait imaginé un certain nombre de principes, et en fait on ne les a pas imaginés, on les a déduits de ce qui fonctionnait du réel. De ce qui fonctionnait et de l'ordre naturel des choses de la tradition. Donc il y en a plusieurs. Il y a donc le principe de subsidiarité, voilà.
que le roi ne doit pas tout faire tout seul, centraliser le pouvoir et décider de comment est-ce que le planteur de navets devait planter ses navets, comment le producteur de camembert devait, voilà, la recette du camembert, comme fait l'Union Européenne aujourd'hui, avec ce principe de subsidiarité monté à l'envers, où c'est l'Union Européenne qui fixe en fait les normes de production des choses, alors qu'en réalité c'est au producteur, c'est à l'artisan de savoir en fait lui-même, de connaître son métier et établir comment le bien faire. Et donc l'État royal devait respecter en fait l'échelon local, c'est de lui que partaient les choses. Mais voilà, c'est le roi qui a le pouvoir, qui a la souveraineté, qui est titulaire de la souveraineté, mais il doit respecter la démocratie locale, comment les gens en fait se débrouillent. Comment ils ont pris l'habitude dans la tradition de se débrouiller. Parce qu'il y avait aussi des aristocraties, par exemple. À Bayonne, à l'échelle locale, à Bayonne, eh ben, les gens obéissaient aux anciens. Donc c'est une gérontocratie, c'était les anciens qui étaient jugés les meilleurs et qui avaient le pouvoir. Donc voilà, il y avait plein de traditions différentes, des démocraties, des aristocraties locales, etc. Et puis parfois des monarchies avec un seigneur qui dirige, parfois qui dirigeait mal, et dans ce cas-là il fallait le recadrer. Voilà. Donc on a en fait toutes ces choses-là. Donc ce principe de subsidiarité, c'est vraiment que tout commence en bas, et puis on règle les problèmes ensuite jusqu'au plus haut sommet de l'État si les échelons inférieurs n'ont pas réussi à résoudre les problèmes par eux-mêmes. Principe de subsidiarité, principe d'indisponibilité de la couronne. Ça veut dire que la couronne est indisponible. Le roi est mort, vive le roi. Dès que le roi meurt, un roi est déjà désigné. On n'est pas en train de se demander, ok, le roi est mort, à qui est-ce qu'on donne la couronne? Elle n'est pas disponible, la couronne. C'est pas aux hommes de choisir qui est le roi. Le roi lui-même ne peut pas désigner son successeur. Voilà. Et ce qui, du coup, est contradictoire avec, par exemple, l'histoire, ce qu'on disait, l'histoire de France, là, où c'est l'aristocratie qui a dégagé Charles IX, le dernier roi sacré de France, qui était un Bourbon, pour mettre Louis-Philippe d'Orléans. Donc là, justement, on choisit, c'est l'aristocratie qui choisit le roi. Et on s'est rendu compte que c'était une très mauvaise idée parce que ça rendait le roi dépendant en fait de biens particuliers qui sont les seigneurs, les grands du royaume, etc. Donc pour éviter que justement le roi ne tienne son pouvoir eh bien, de l'aristocratie, de l'étranger, de ceci, de cela, qu'il ait des ascenseurs à renvoyer, comme le président de la République doit renvoyer des ascenseurs à ceux qui l'ont fait élire, qui ont donné de leur argent pour financer sa campagne, ou à son parti qui l'ont soutenu, etc. Eh bien, pour éviter ça, et que le roi soit tout entier ordonné au bien commun, que son action soit dirigée vers le service de tous, et non pas de certains, et non pas de lui-même, eh bien voilà, il faut que la couronne soit indisponible. Que personne ne puisse choisir qui est le roi. Un autre principe qu'on a découvert, c'est la catholicité. On s'est rendu compte que depuis Clovis, tous les rois étaient catholiques. Et quand Henri IV a été désigné par cette loi d'indisponibilité de la couronne, a été désigné par les lois fondamentales pour être du coup le souverain de France, on lui a demandé de se convertir au catholicisme, parce que pour honorer donc cette tradition et pour assurer l'unité du pays qui était catholique. Donc voilà, on a dit bah tiens, hop, on découvre une loi pour respecter en fait ce royaume tel qu'il est fait, tel qu'il est déjà constitué, le roi doit être catholique. On a découvert une autre loi, une loi qui est vraiment propre au royaume de France, c'est la loi salique. On parle des Francs-Saliens, et bien cette loi salique, c'est cette loi des Francs-Saliens, qui n'appartient qu'à eux, qui est la primogéniture masculine. Donc le roi est désigné, le nouveau roi est désigné parce qu'il est le premier mâle
descendant légitimement du roi, voilà, de l'ancien roi. Comme ça, en fait, ça évite, encore une fois, que la couronne se retrouve au service de biens particuliers ou au service d'intérêts étrangers. Parce que c'est ça le problème, c'est que lorsqu'une femme se mariait avec un prince étranger, ça risquait que la couronne la couronne de France se retrouve être la couronne d'Angleterre. C'était le cas en fait, à ce moment-là. Et donc pour éviter que le roi d'Angleterre ne devienne roi de France par mariage, on a dit non, en fait, c'est primogéniture masculine. Parce qu'on a vu dans la tradition, ah bah tiens, c'est marrant, il y a eu ce miracle capétien, c'est toujours des premiers mâles en fait qui ont eu la couronne. Il n'y a jamais eu de fille premier-né. Donc ça tombe bien, voilà, on découvre une loi fondamentale du royaume et qui permet de préserver ce royaume de l'appât du gain de rois étrangers, qui se seraient accaparés alors le domaine royal, qui serait accaparé la France. Un autre principe de la loi fondamentale, c'est l'inaliénabilité du domaine royal, c'est-à-dire que le roi ne peut pas s'aliéner le domaine royal, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas la France qui appartient au roi, c'est le roi qui appartient à la France. Et le roi est serviteur de ce royaume, c'est un ministre, un serviteur de ce royaume, et il n'en est pas le détenteur, le possesseur. Voilà. Donc, on voit comme ça que ce royaume de France, cet ancien régime, il obéit donc à certains principes, donc le principe du droit naturel et des lois fondamentales qui l'obligent à rester vertueux. Et d'ailleurs, c'est une monarchie absolue de droit divin, Dieu étant entendu comme l'auteur de la nature, dont il faut respecter la loi qu'il a déjà inscrite dans la nature, dans l'ordre naturel des choses. Et que obéir au réel, obéir à la nature, obéir au fonctionnement normal des choses, le respecter, c'est respecter et honorer Dieu lui-même. Donc ce droit divin dont on a dit, bah voilà, le roi il fait ce qu'il veut, il est Dieu sur la terre, pas du tout en fait. C'est que le roi lui-même doit se soumettre à ces principes-là. Et c'est un énorme contre-pouvoir parce que tout le monde est soumis à ce principe de réalité, à ce principe d'obéir à la nature des choses, que ce soit la société elle-même qui peut du coup faire valoir ses droits auprès du souverain, qui est donc le roi est comme titulaire de la souveraineté. Et puis, le roi lui-même doit se soumettre à ces principes pour respecter ses peuples et les servir au mieux. Parce que le roi, effectivement, il est lieutenant du Christ, il tient lieu de Christ pour la France, et donc il doit être à l'image du Christ. Le Christ qui est, dans l'Ancien Régime, le véritable roi de France. Et justement, le roi de France, son lieutenant, lui doit être à l'image de ce roi, qui doit donc être prêt à se sacrifier lui-même pour sauver son peuple, comme le Christ l'a fait pour l'Église, au lieu d'être un roi qui sacrifie son peuple pour se sauver lui-même. Donc voilà à peu près l'Ancien Régime. Évidemment, il y aurait énormément d'autres choses à dire. Mais on voit bien là que ça ne peut en aucun cas être un État totalitaire puisque le droit naturel en fait va limiter absolument toutes les composantes de la société et de l'État. Donc aussi bien la monarchie que l'aristocratie que la démocratie. Alors évidemment je n'ai pas parlé de tous les éléments dramatiques de cette histoire de France et de cet ancien régime. Puisque évidemment elle en est ponctuée, parce que tout simplement la République le fait déjà assez bien pour pouvoir asseoir son institution en tant qu'une alternative meilleure. Mais voilà à peu près donc le fonctionnement normal de ce régime pendant plus de 1300 ans. Comment vivaient nos ancêtres, les peuples français, dans ce régime. Alors bien sûr, maintenant on pourrait se demander, mais
Pourquoi finalement a-t-on changé de régime si ce régime était si bien, s'il permettait à chacun de s'épanouir correctement? Bien, il va falloir forcément interroger de nouveau l'histoire, interroger les différentes causes qui ont conduit à la révolution de 1789 et à l'établissement de ce régime politique qui est la République. Donc c'est ce que nous ferons la semaine prochaine. Portez-vous bien jusque-là.